Bonjour, allez c'est parti pour un petit point lecture. Qu'est-ce que ces livres ont en commun? Eh bien ce sont 4 livres de femmes puisque je les ai tous lus au mois de mars. Alors on y va et on attaque avec un livre qui a été une excellente lecture, c'est L'art du meurtre de Christelle Duchamp. Alors on va suivre une enquêtrice, une femme qui travaille dans la police, Audrey, qui a une vie un peu dissolue, qui est un peu foirée tout, qui n'est pas très bien. Et il y a des meurtres qui sont commis et tout est lié à l'art puisque les cadavres sont positionnés de façon à être comme des œuvres d'art. Et vous allez avoir toute son enquête, tout son travail autour de ces meurtres et puis les gens qu'elle va rencontrer qui sont liés à ces crimes. Alors franchement, c'est un livre qui est court, qui se lit très bien et c'est un peu un livre qui vous fait oublier toute vie sociale parce que quand vous vous plongez dans un livre comme ça, c'est vraiment, c'est même pas tellement la qualité de l'écriture, mais c'est le dynamisme de l'écriture qui font que ça devient totalement addictif et vous avez qu'une envie, c'est de le dévorer. Alors moi personnellement, j'ai aimé l'enquête autour de ces meurtres sanglants. J'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai trouvé assez attachant les membres de la police, tous les gens tous les personnages. Il y a un personnage que j'ai moins aimé, c'est la chef. Mais c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé qu'elle n'était pas crédible. J'ai trouvé que parfois ses remarques ou les interactions qu'elle avait avec Audrey, l'héroïne, c'est pas toujours très crédible. Et il y a un truc qui m'a gênée dans ce personnage. Mais franchement, c'est un détail. Et si ce polar n'est peut-être pas le polar le plus original que j'ai lu, vraiment pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment plu et j'ai lu ça mais d'une traite, vraiment, j'étais moi-même assez surprise d'autant aimer. Et en plus, quand on sait que c'est le premier roman de l'autrice, franchement, c'est très bien. J'ai lu des premiers romans d'auteurs que j'aime beaucoup, qui étaient beaucoup moins qualitatifs que ça. Je pense notamment à mon ami Franck Bouys. Si vous avez eu le malheur de lire ses premiers romans comme L'Orpheline ou Oxymore, c'est assez mauvais. Donc voilà, parfois, les premiers romans peuvent être ratés, ce sont des essais. Et là, pour un premier roman, belle réussite. L'histoire tient la route, l'enquête tient la route, tout est bien ficelé. Il n'y a pas de moment où je me suis dit ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, au contraire, tout est bien amené, tout est justifié jusqu'au dénouement final qui est un peu scotchant, qui est assez original. Franchement, très bien. Et puis j'avoue que j'étais un monde de lecture où j'étais un peu en panne, j'étais pas bien. Je l'ai choisi parce qu'il était court, ce qui n'est pas un critère, mais qui est devenu une qualité. Parce que j'ai trouvé que ces romans sont courts et que du coup, elles ne se perdent pas en circonvolution, elles ne se perdent pas en détails, en machin, qui parfois peuvent être fatigants pour le lecteur, surtout quand on n'est pas dans un mood de lecture comme ça. Et puis parfois, c'est totalement injustifié. Il y a des romans qui nécessitent beaucoup d'écriture, beaucoup de description. Puis il y a des romans qui ne nécessitent pas. Un polar, typiquement, on n'a pas besoin de se perdre dans les circonvolutions pour savoir des descriptions de l'arbre sur lequel le type est pendu. On s'en fout. Et elle a cette facilité à aller à l'essentiel, ce qui n'est pas toujours facile, et je trouve que c'est une grande qualité. Bon, et puis cerise sur le gâteau, moi j'ai trouvé très chouette que cette enquête soit menée dans le monde de l'art. Moi j'avais adoré... comment s'appelle ce roman? Un roman policier américain qui se passe dans le monde de l'art et que j'ai cité dans ma vidéo polar préférée. Je ne me rappelle pas, mais je vais vous mettre l'image ici. Comme ça, vous saurez de quel livre je parle. Ce livre se passe aussi dans le monde de l'art et il est formidable. Alors, il n'est pas au niveau de celui-ci, quand même, parce que là, on avait quand même un sacré pavé et un sacré livre sacrément bien écrit. Mais ça reste quelque chose de très qualitatif et je vous le conseille vivement. J'ai ensuite lu La place d'Annie Ernaux parce que, alors je ne l'avais pas mis dans ma pile à lire de Mars au féminin, mais parce que je l'avais faite sans savoir les consignes de Flo, et donc j'ai choisi La place. Et dans La place, elle nous parle de sa vie de jeune fille et notamment de son père. Elle pose un regard très beau sur son père, sur ses habitudes, sur cette façon de vivre de petit commerçant, toutes ses petites habitudes et le regard que lui pose sur elle quand elle a évolué, qu'elle a fait des études. Et j'ai trouvé ce roman évidemment excellent. On a toujours l'impression qu'Annie Ernaux, elle écrit pour venger les petites gens de ce milieu duquel elle vient. Et elle a besoin de les venger, de les justifier. Et là, elle justifie son père, elle le venge. Elle lui amène elle a un regard très tendre. Parfois, elle a un regard dur aussi. Elle peut être très juste.
Et bon, sans surprise me connaissant, j'ai trouvé ça assez top. D'ailleurs, ce qui est assez beau dans la langue d'Annie Ernaux, c'est qu'elle ne se perd pas dans des espèces de métaphores où elle fait simple, un chat c'est un chat, son père c'est un pecno, point barre, un bouseux c'est un bouseux, et voilà. Et j'ai adoré cette langue simple, crue et efficace, et c'est d'ailleurs pour ça que ces romans sont courts aussi, c'est parce qu'elle a cette facilité à ne pas se perdre et aller à l'essentiel en utilisant le mot juste. Parfois les gens sont ce qu'ils sont, et vouloir transformer ça par une langue travaillée, élaborée, ça peut être gênant. Et je trouve que c'est la grande force d'Annie Ernaux d'éviter cet écueil. Mais qu'on s'entende bien, le regard d'Annie Ernaux n'est jamais cruel. Attention, elle est franche, elle est honnête, elle ne se voile pas la face sur d'où elle vient, sur qui sont ses parents, mais elle n'est jamais cruelle. Elle est toujours très, 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 très juste. Donc dans ce roman, on suit l'évolution de sa famille, qui est partie du monde de paysans ouvriers vers le monde des petits commerçants. Elle a un regard très fort sur tout ce qui est le monde bourgeois, donc sur le monde bourgeois et aussi sur le monde intellectuel. Elle est, même si elle a sauté la barrière et qu'elle est passée chez l'intellectuel, elle les juge beaucoup plus qu'elle ne juge le monde duquel elle vient, pour lequel elle a beaucoup plus de respect. C'est d'ailleurs de là que vient le mot la place. C'est la place à laquelle on est assigné à la naissance. Et c'est souvent les classes supérieures qui imposent ça aux classes inférieures. Et on est censé rester à notre place. Et je trouvais qu'à travers ce court roman, elle analyse ça fort bien. Je vais vous lire une phrase d'Annie Ernaux. Elle dit « Quand je lis Proust ou Mauriac, je ne crois pas qu'ils évoquent le temps où mon père était enfant. Son cadre à lui, c'était le Moyen-Âge. Parfois, le décalage est immense. » Et elle arrive très bien à le rendre. C'est une autrice qui n'hésite pas à se retrousser les manches pour défendre sa classe sociale. Et j'avoue que j'aime bien son côté power girl et aussi militante pro-prolétaire, pro-classe sociale inférieure, je ne sais pas comment on dit. Parallèlement, elle ne se voile pas la face, elle sait qu'elle est passée de l'autre côté de la barrière. On le voit notamment lorsqu'elle rencontre son mari qui lui a plus de mal avec sa famille, enfin avec sa belle famille, avec les parents de sa femme. C'est compliqué. Elle a fait des études, elle s'est extraite de ce milieu-là, et forcément l'écart se creuse et ça devient compliqué. Qu'on le veuille ou non, il y a un fossé qui se creuse entre celui qui est parti et tous ceux qui restent derrière, avec une espèce de détresse, d'incompréhension de pourquoi il ou elle est parti, pourquoi il ou elle a quitté cette classe sociale. Et parfois, ça peut générer même de la rancœur. Mais, et ça j'ai adoré qu'elle le rappelle, c'est aussi de la classe sociale de laquelle on vient oh là là, cette phrase va être nulle, dans laquelle on peut puiser notre force pour nous battre, pour grimper les échelons, pour défendre la société. C'est cette classe, c'est ces gens-là qui nous ont donné cette force. Et je trouve qu'elle le dit très bien. Alors je vais vous lire un morceau de discours de son prix Nobel de littérature. Elle dit que de sa race, parce qu'elle appelle ça comme ça, elle a reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l'ambition de lui faire une place dans la littérature. Bon, je vous le dis, j'ai kiffé. Et sans transition, on revient à Christelle Duchamp. Écoutez, cette lecture m'avait tellement enthousiasmée et comme je ramais un peu dans mes lectures, j'avais choisi des livres courts d'ailleurs, d'où la lecture de la place, j'étais encore un peu en rade et je me suis dit, vu que ça a marché une première fois, je vais en reprendre un autre parce que, et ça a marché une deuxième fois, j'ai donc lu Le sang des Belasco. Alors, Le sang des Belasco, ça nous parle de quoi? Il s'agit de 5 frères et sœurs, donc il y a 3 garçons et 2 filles, qui se retrouvent réunis au moment de la mort du père. Ils vont dans la maison de famille, donc c'est une famille qui est très riche, ce sont des propriétaires de vignes, qui font de l'excellent vin, et la maison est immense, ultra surveillée, avec des caméras, des machins, plein de gadgets, et ils se retrouvent tous les 5 là, on les voit arriver, et on comprend très vite qu'en fait ils se détestent tous. Alors on a l'impression au début qu'il y en a quelques-uns qui s'apprécient plus, bon, voilà, et tous les 5, pour on ne sait comment, et on ne sait pourquoi, vont se retrouver enfermés dans cette maison. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ça va partir en cacahuète, on va pas se mentir. Ce livre, c'est un huis clos.
Mais vraiment, c'est un huis clos dans lequel se joue, c'est un peu l'enfer des... l'enfer c'est les autres de Sartre. Chacun étant le miroir de l'autre et lui reflétant une image qui ne lui plaît pas et qui génère des sentiments, des haines, des colères, des mouvements, des choses. Et c'est assez bien fait, c'est extrêmement bien, j'allais dire joué, parce que chaque personnage, on pourrait facilement monter ce livre en pièce de théâtre. Chaque personnage est très bien campé, presque caricatural, mais ça fait partie des codes du genre. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. Vous ajoutez à ça des secrets de famille, le suicide mystérieux de la mère, la mort un peu mystérieuse du père, tout un tas de mystères. Et pour couronner le tout, je vous le dis, parce que c'est pas un spoil, c'est dès le début du livre, y a un des frères qui a couché avec la femme de l'autre. Écoutez, le bonheur parfait pour faire une explosion intersidérale au sein de cette famille. Alors très clairement, l'autrice a un peu forcé les traits familiaux, elle a un peu fait ça à la serpe, hein, c'est très violent, mais en tout cas, tout cet atavisme familial, elle nous le fait sentir. Par moments, elle nous remonte en nous faisant comprendre qu'en fait, tout cela, ça dépend aussi de ce qui s'est passé dans le passé. Et là, on découvre une famille. Comment vous dire ? C'est terrible. J'ai trouvé que ce qui était hyper intéressant, c'est que dès le début, il y a de la violence qui se dégage entre les personnages. Et je me suis dit, tout de suite, elle met la barre haut. Et en fait, elle arrive à pousser la barre bien plus loin. Et alors, par moments, je pensais pas qu'elle irait aussi loin dans la haine, dans la violence. Elle pousse vraiment le cursus très loin. Vous savez, on est à ces niveaux avec des trucs comme Festen, comme voilà toute cette violence familiale qu'on peut se balancer la figure. Ah mais elle y va la poulette, hein. Bravo à elle, bravo à Christelle Duchamp. C'est, pardon, je l'appelais la poulette, ça se fait pas du tout, mais dans ma bouche c'était vraiment un mot très sympathique, genre de pote à pote. Mais bravo, c'est vraiment très très bon. Alors dans les douceurs, on a Solène qui est une espèce de, de chômeuse qui vit au crochet des parents, qui n'est pas hyper sympathique. Et puis vous avez Garance qui est celle qui a tenté de réussir, a eu un restaurant, c'est une super cuisinière, mais pour des raisons X ou Y, on ne sait pas, elle a perdu son restaurant et elle est très malheureuse. Donc ces deux-là, elles sont déjà flinguées. En fils aîné, vous avez Philippe et Mathieu. Donc là, c'est les deux dont il y en a un qui a couché avec la femme de l'autre, blabla. Vous sentez tout un truc là, en gros nœud aussi. Chacun des deux faisant une alliance plus ou moins avec les sœurs. Je crois que Garance a fait une alliance avec Philippe ou avec Mathieu, je sais plus. Enfin bon, bref, vous avez ça. Et puis vous avez David, le petit dernier, qui essaye de se faire un peu discret, de faire son petit bout de chemin, en sachant qu'à un moment donné, de toute façon, il va être rattrapé par le tourbillon familial. Alors, si vous aimez toutes les ambiances familiales, les ambiances lourdes, glauques, les huis clos, le truc hyper addictif, le roman court, efficace, qui vous embarque et qui vous retourne le cerveau et qui vous laisse comme une crêpe, eh ben, lisez Le Sang des Belasco. Et enfin, je vais terminer en vous parlant d'un livre qui s'appelle Mes Hommes, un livre de Victoria Kieland, que j'ai reçu de la part des éditions d'Alva, qui m'envoient régulièrement leurs écrits. Alors, si vous savez, c'est une maison que j'aime beaucoup, beaucoup, puisque c'est une maison qui n'édite... Alors, c'est une maison dans laquelle ne travaillent que des femmes et qui n'édite que des femmes. Bon, moi, ça me va bien, hein, pas de souci avec ça, au contraire. Et là, j'avais été attirée et j'avais demandé à Marianne de m'envoyer ce titre. D'abord, je trouve la couve sublime et j'étais très attirée par le pitch. Et en plus, c'est un roman norvégien et ça fait un petit moment que je me dis qu'il faut que je lise des romans norvégiens. Je ne sais pas pourquoi, une lubie. Donc, tout était aligné pour que j'ai envie de le lire. Alors, on va suivre Bella Guinness, qui est une femme qui commence mal dans la vie. Dans son pays, elle est choisie par le type le plus riche du coin, qui s'en sert un peu comme un paillasson. Et lorsqu'elle tombe enceinte, il s'en débarrasse. Voilà. On démarre dans la vie tout de suite bien, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc elle part aux États-Unis rejoindre sa sœur, et à partir de là va s'enchaîner un espèce de truc où elle va zigouiller des hommes. Et ça devient une des premières et une des rares serial killers femmes, donc, et qui ne tue que des hommes. Alors c'est un personnage assez atypique parce qu'il n'est pas du tout attachant. C'est pas quelqu'un dont on appréhende facilement les contours. Elle reste assez vaporeuse dans la description de l'autrice et du coup on ne peut pas s'attacher. D'autant moins qu'on sent qu'elle part dans tous les sens. Et pour autant, il y a quelque chose de fascinant dans le personnage, d'intéressant, qui vous pousse à lire, parce que vous avez quand même envie d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans le cerveau de cette femme.
Alors c'est en passant des petites annonces qu'elle rencontre des hommes, elle les séduit et elle les tue. Vraiment, la chose sur laquelle je vais insister, c'est que ce n'est pas un roman de facture classique. Et si vous attendez à une espèce de polar qui raconterait l'histoire d'une serial killer, passez votre chemin. C'est pas du tout ça. On est sur une narration assez atypique. Je ne sais pas si c'est quelque chose de classique chez les Norvégiens, en tout cas dans la littérature norvégienne, mais il y a une langue extrêmement ésotérique et très poétique. Vous avez beaucoup de non-dits, tout repose surtout sur le choix des mots. Alors, je pense que la traduction est très bonne. En tout cas, ça demande beaucoup de travail pour rendre justice à cette espèce d'absence de contexte, d'absence d'explication parfois. On vous donne juste ce qu'il faut, mais pas plus. C'est un point trop non faux, donc c'est vraiment extrêmement précis. Et parfois, ça peut être déroutant et déconcertant. Et il est vrai que si vous êtes attaché aux narrations classiques, si vous êtes attaché à une écriture à l'américaine, un page-turner, ce livre ne sera pas pour vous. Par contre, si vous êtes prêt à lâcher prise, à vous dire que vous n'allez pas tout comprendre, mais que les mots vont vous porter, que les images, les métaphores vont vous porter, et que ce personnage féminin va vous déborder, dans ces cas-là, intéressez-vous à ce livre, parce que c'est un livre qui a des grandes qualités littéraires, et qui est tellement atypique, c'est rare. En fait, c'est rare qu'on ait l'occasion de lire des livres aussi atypiques et je trouve que c'est intéressant parfois. Alors, je ne pourrais pas en lire tous les jours. Hein, vraiment, parfois, j'ai aussi besoin d'un simple page-turner. J'ai aussi besoin d'un livre qui va se lire tout seul. D'ailleurs, vous avez vu l'alternance. Là, j'ai fait différents genres, des polars, etc. Mais parce que on ne peut pas lire que de livres comme ça. Mais lorsque vous êtes dedans, franchement, c'est un livre qui est très, très, très intéressant. Et cette langue m'a scotché. Voilà. C'est la fin de ce point lecture. Si vous a plu, vous pouvez liker, commenter. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.